Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc le Moniteur, au-delà du magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment que vous connaissez sans doute bien, ce sont effectivement des formations avec plus de 5000 stagiaires formés chaque année, plus de 250 programmes de formation et plus de 1000 sessions programmées chaque année également, et des sessions qui se déroulent à la fois en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, qui vous rappelle les chiffres que je viens de vous énumérer, nous intervenons sur des thématiques très variées, comme bien évidemment tout ce qui va tourner autour de la réglementation et des techniques de construction, mais aussi tout ce qui est performance énergétique, très important depuis la mise en route de la RE 2020 et qui pose un certain nombre de questions et donc qui donne lieu à un certain nombre de nouveaux programmes de formation que vous pourrez découvrir. L'urbanisme et l'aménagement, les travaux publics, la construction en bois et notamment l'immobilier et le logement social, donc sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire pour voir un petit peu la manière dont le BRS se présente dans le panorama du logement et comment envisager un tel montage et notamment sur des opérations de logements sociaux. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, nous avons plusieurs formations sur ce thème. Et notamment la formation Appréhender le programme de projet en BRS, qui est animée par Gwenaëlle Molinier, qui nous accompagne ce matin. Donc Gwenaëlle est dirigeante de Lima et Conseil. Elle a été juriste à 23 ans, puis responsable d'opérations immobilières pendant 15 ans. Et désormais, elle met ainsi à profit ses expériences professionnelles riches et variées au service des entrepreneurs afin de les préparer, de les accompagner dans la gestion de leurs différentes problématiques. Donc, je vais lui laisser la parole pour cette intervention. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via le petit module questions que vous devez avoir à disposition, qui est signifié par un petit point d'interrogation. Et en fonction du nombre de questions et de la pertinence, je les lui poserai soit au fil des parties, soit en fin d'intervention, afin que nous tâchions d'y répondre. Donc, Gwenaëlle, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, effectivement, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reviens. Voilà. Alors, effectivement, on va parler du BRS aujourd'hui. On est sur un montage qui est effectivement très intéressant, notamment sur les programmes dits complexes pour les montages de logements sociaux. C'est un produit qui est en plein essor. Et avant d'en parler plus longuement, je voulais simplement revenir sur un panorama du développement des OFS et BRS sur les 3 dernières années, parce que clairement, c'est là où ça a pris son plein essor. Donc, comme vous allez pouvoir le voir là sur la première, le premier visuel, ce sont les OFS qui ont été créés en 2019, parce que l'OFS et le BRS a connu vraiment son plus gros développement à partir de la loi Elan 2018. Donc, à partir de 2019, vraiment, ça a commencé à prendre son essor, mais c'était assez faible. On était plutôt sur 17 OFS créés. C'était assez balbutiant. On avait des choses qui étaient déjà lancées un peu à titre expérimental, notamment sur la façade ouest et puis un petit peu en Île-de-France. Donc, c'est venu timidement. Il y avait pas mal de choses qui étaient en cours d'instruction au niveau des agréments. Mais voilà, 2019, ça restait quand même assez circonscrit. Alors que en 2021, on voit que déjà, là, ça a énormément explosé. On était sur environ une 70 OFS créés. On avait pas mal d'agréments en cours d'instruction également, et puis des OFS en projet, et notamment sur la partie DomTom. Donc, vous voyez, ça a vraiment pris son plein essor depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, donc là, la carte est encore plus importante. On est sur 95, voire je pense qu'à aujourd'hui, là, on devrait être à peu près à 90 OFS créés. Donc, on voit que dans le schéma de développement sur le territoire national, les OFS ont vraiment été
en plein développement parce qu'on y a vu au fur et à mesure, hein, par les expérimentations, les retours d'expérience et puis le côté aussi juridique dont on va parler un petit peu après, qui s'affine au fur et à mesure. Il y a moins de crainte à développer ce type de produit par rapport aux autres produits qu'on peut faire dans le logement social. Donc voilà, on voit qu'à aujourd'hui, on est vraiment sur un produit qui va sortir de manière très importante. Beaucoup de programmes sont aujourd'hui avec une constitution en part BRS. On va le voir dans le cadre du type de montage qu'on peut envisager. On va voir aussi de quelle manière le BRS peut s'appliquer sur les différents produits, les différents montages du logement social. On va le voir juste après. Petit point également sur les BRS en tant que tels, hein, donc sur la commercialisation, on en parlera également un petit peu parce que c'est un point qui est aussi très important sur le BRS. Jusqu'à 2021, on était environ à 2000 logements qui étaient en commercialisation. La première opération qui a été commercialisée il y a 2 ans, on était à Lille. Donc voilà, depuis, il y en a eu 2000 qui ont été mis en commercialisation. Les principaux développements, on est, comme je vous le disais, hein, plutôt sur la façade atlantique. On est beaucoup en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France. On a aussi pas mal de choses qui sortent, mais bon, c'est dû aussi par rapport au prix, hein, ça, bien évidemment. Le prix du foncier est quand même considérable. Donc, on va le voir. Dans le cadre du montage, il faut aussi arriver à fixer une redevance correcte par rapport au ménage et donc à un coût de foncier qui soit satisfaisant. Donc, on va en parler également. En Rhône-Alpes aussi, ça sort pas mal. Et puis, PACA arrive et le reste, on est vraiment sur les autres régions de France. Donc, on voit que ça sort. Là, on est sur 2021. J'attends de voir un petit peu les chiffres qui sortiront sur 2022. Je pense qu'on sera sur quelque chose de beaucoup plus important. Comme je vous le disais, là, on travaille sur pas mal de projets qui prennent en compte le BRS. Donc, c'est des choses qui vont sortir très prochainement. Au niveau des études, il y a eu aussi une petite centralisation. Donc, on a vu environ 2000 logements en commercialisation. Ça a permis de faire un premier retour sur les tarifs et puis sur un petit peu les premières tendances. Donc, on voit qu'on est surtout sur des zones urbaines hein, qui bénéficient des zonages Pinel. Donc, on est sur du A bis A et B1. Ça a peu d'intérêt sur la zone C. Puisque bon, on n'est pas sur un coût de foncier très important, hein, puisqu'on va le voir dans le détail du produit en lui-même. Le prix moyen qui était sur 2021, qui va forcément s'affiner, hein, c'est toujours pareil, on est sur des chiffres à une petite échelle, hein, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de produits. On était en moyenne sur 2 680 € du mètre carré parking inclus. Donc si certains d'entre vous sont sur l'Île-de-France, effectivement, on est sur des tarifs bien moins importants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la moyenne, ça sort à peu près à ce tarif-là. Alors, c'est à prendre en fonction effectivement de vos spécificités locales, mais ça permet d'avoir un peu une jauge. On va le voir par rapport au plafond, hein, parce qu'on a des plafonds sur le BRS comme on l'a sur d'autres produits d'accession. On a des plafonds. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a un prix moyen qui sort à ce prix-là. C'est des choses qui vont évoluer, donc c'est une tendance à suivre. Et au niveau de la surface moyenne, on est plutôt sur de la typologie 3, T4 compact, en moyenne 66 mètres carrés, aussi pour des questions de coût par rapport au ménage. Peu sur du T2, parce qu'au final, on est quand même sur un produit qu'on va le voir qui est un petit peu particulier. Donc le T2 est peut-être moins approprié. Le type 3, le type 4, plutôt composition familiale, sera quelque chose d'attendu. Donc voilà, on est sur ces moyennes-là, à suivre sur les chiffres de 2022, à mettre à jour en fonction de ce qui va ressortir et des opérations qui seront effectivement sorties en commercialisation sur toute cette année. Voilà, donc là, c'est un premier panorama au niveau du produit en lui-même. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est le BRS. Certains d'entre vous, je pense, le connaissent déjà, le pratiquent peut-être, ont peut-être commencé à développer un petit peu ce produit, mais je vais revenir un peu sur son essence. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à faire passer à l'issue de ça, je tâcherai d'y répondre. Donc, le BRS.
qu'est-ce que c'est? Eh ben, son principe, effectivement, qui est issu, comme je vous le disais, hein, est issu de 2016 et puis il a connu effectivement un essor par rapport à la loi Elan. C'est un montage qui permet à un acquéreur d'avoir la jouissance d'un droit réel, donc qui est son logement, sans être propriétaire du foncier. Hein, on est vraiment sur une dissociation des choses entre le foncier et puis le bâti en lui-même. On a un petit peu calqué ce modèle-là sur les community land de nos amis anglo-saxons qui ont développé ça déjà depuis bien plus longtemps que nous, où en fait on a une gestion commune du foncier par un organisme à part, on va le voir, donc nous l'OFS, et puis une acquisition du bâti qui est un droit réel à jouir de la chose, qui est le logement et qui n'est pas propriétaire du sol. Ce produit-là, eh ben, il s'applique, et notamment il intéresse un certain nombre de ménages dits plutôt modestes, puisqu'on verra, on a des plafonds de ressources pour leur permettre de devenir propriétaires d'un bien tout en étant sur un terrain qu'ils louent. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juridique juste après. Le développement et les conditions de mise en œuvre, aujourd'hui, elles sont régies par le Code de l'urbanisme, d'une part, et le Code de la construction. On verra, hein, le CCH a notamment eu une évolution par rapport au déroulement du montage, j'en parle un tout petit peu ce matin, par rapport à la loi 3DS de février. Hein, voilà, donc c'est des choses qui évoluent. Hein. C'est un produit donc, qui est issu de 2016, qui a vu son essor en 2018, vraiment qu'avance sur les 3 dernières années et qui va subir des évolutions législatives au fur et à mesure de son déploiement. Hein, clairement, la loi 3DS est venue simplifier les choses. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est en mouvement, donc à suivre au fur et à mesure de l'actualité. Alors, avant de passer à la slide Oui. suivante, Gwenaëlle, je me permets de vous interrompre. Vous nous avez cité un certain nombre de prix, de tarifs. Oui. On a juste une personne qui nous demande si les prix que vous évoquez sont en hors taxe ou en TTC. On est sur du hors taxe. Que je vous dise pas de bêtises. Oui. C'est noté, merci beaucoup. Donc au niveau, alors pardon, je reviens, je ne vous vois plus. Hop. Alors, donc le principe du BRS au niveau de la définition, donc vous la voyez au niveau de la slide, je ferme simplement ça. Donc c'est un contrat. Le principe, c'est que le bail réel solidaire est un contrat, donc qui est conclu d'une période de 18 à 99 ans pour la jouissance de droits réels, donc à la location ou à l'accession, on en parlera un tout petit peu, avec potentiellement une obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes. Donc on va voir, hein, c'est vraiment un contrat qui regroupe pas mal de choses qu'on connaît déjà. C'est en ça où c'est intéressant. Par contre, il a une petite particularité, c'est que ce contrat a une obligation, et je dirais c'est la première de toutes, ça va être le logement doit être occupé à titre de résidence principale. Alors ça, c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent bien par rapport au PSLA, au produit PSLA. On a beaucoup entendu cette notion du BRS qui va peut-être provoquer la fin du PSLA. Effectivement, on est sur un produit un petit peu à part, mais qui a aussi cette particularité d'avoir cette résidence principale. On le verra, le BRS, en fait, est verrouillé, est beaucoup plus verrouillé que le PSLA, donc il est assorti d'obligations et d'avantages pour le preneur. J'en fais une synthèse un petit peu plus loin, mais par rapport au PSLA, il est beaucoup plus encadré et cette notion de résidence principale est un des points essentiels qui est mis en avant et qui est vérifié dans le cadre de ce type de contrat. Je reviens sur le produit. Hop. Pardon, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, pardon. Donc, je fais juste la définition lexicale, même si certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc, c'est un bail, un contrat de location réel, donnant des droits réels sur la chose louée, je vous en ai parlé. Solidaire, pourquoi? Parce que c'est dans le
le cadre d'une démarche éthique et sociale, c'est un produit antispéculatif. Hein, clairement, c'est un produit antispéculatif. J'ai parlé tout à l'heure du PSLA. Le BRS, par sa nature même de contrat de location avec une durée, forcément est un produit antispéculatif. Donc on va le voir un petit peu plus dans le détail après. Il a pour particularité d'être sur une durée qui se recharge à chaque déroulement, à chaque cession de ce bien, que ce soit par la donation, par la vente. Les droits qui sont attribués dans le cadre de ce contrat, dans le cadre de ce bail, sont rechargés automatiquement. Donc c'est ça aussi la particularité. Si certains d'entre vous font le parallèle avec les baux amphithéotiques qu'on peut faire par ailleurs pour la construction de logements, on est un petit peu sur cette démarche-là, sauf qu'on est sur un rechargement des droits, contrairement au bail amphithéotique qui a sa durée et puis c'est tout. Le bail réel solidaire permet de recharger les droits, donc permet d'avoir une continuité dans la jouissance de ces droits réels, ce qui conditionne aussi cette notion d'avoir une transmission et une vraie propriété par rapport à la chose qui est matérialisée dans le contrat. Hein, donc ça, c'est important. On va avoir plusieurs acteurs qui interviennent dans ce montage-là. Donc, on va avoir l'organisme de foncier solidaire. Donc, c'est vraiment une structure qui est agréée par l'État. Ce sont des organismes qui n'ont pas de but lucratif. Ou même des organismes de logements sociaux, on en voit de plus en plus. Donc, c'est des montages qui peuvent se faire à plusieurs partenaires, ça se voit également, ou ça peut être une structure ad hoc d'un organisme HLM, ça se voit aussi de plus en plus. Notamment avec la loi Elan, ça a été cette possibilité, donc c'est aussi pour ça qu'on a vu beaucoup plus d'essor. Donc l'organisme de foncier solidaire, il est agréé par l'État, il doit répondre à un certain nombre d'obligations, comptabilité séparée, rendre un compte-rendu annuel par rapport à son activité, etc. Donc tout ça est quand même très encadré, puisque c'est lui qui va détenir en fait la propriété foncière sur laquelle le logement se repose, et c'est lui qui va percevoir la fameuse redevance foncière. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est agréé. Donc il y a tout un process d'agrément à bien avoir aussi en tête, qui prend un petit peu de temps, qui nécessite effectivement d'avoir une idée sur le développement qui veut être fait dans le cadre de l'OFS. Et puis, c'est important de comprendre aussi la structure de l'OFS, puisque on va le voir en termes de montage, et vous allez pouvoir travailler aussi bien avec un OFS qui va être dit interne, c'est-à-dire que vous êtes vous-même organisme HLM et puis vous avez la structure ad hoc qui est adossée à votre construction, et donc vous avez l'OFS qui est en interne, ou alors travailler avec des OFS externes dans le cadre des montages multipartenaires. Donc, voilà, c'est vraiment important d'avoir aussi cette notion de l'organisme de foncier solidaire. On va avoir comme acteur également l'opérateur. Alors, selon le type de montage, quand vous avez cette nécessité de réaliser des logements ou de les réhabiliter, selon la fonction de l'opération, vous allez avoir un opérateur qui va réaliser cette opération de logement. Donc, ça va être, comme je vous le disais, soit une entité juridique qui est adossée à l'OFS, c'est possible, soit c'est un opérateur à part, comme un promoteur, mais qui va être désigné par l'OFS et avec lequel il va conclure un BRS dit opérateur, de façon à monter ces logements et ensuite les céder aux preneurs dans le cadre d'une accession. On va avoir aussi donc comme acteur l'État, qui est forcément le principal acteur de développement, puisque c'est lui qui fait les agréments. Et puis, in fine, ne pas oublier surtout le ménage, qui est le fameux client final du BRS. C'est vraiment pour lui que le produit est monté, puisque le produit BRS va permettre au ménage, caricaturant un petit peu, et ça s'affine en fonction des produits, mais ça va lui permettre d'acquérir un bien à peu près 30% moins cher, puisqu'il n'aura pas le coût du foncier à supporter. Donc voilà, il va avoir cette possibilité. Donc c'est l'atout principal du montage. Ça va lui permettre d'accéder à la propriété avec un prix bien moindre. Et en même temps, il va devoir lui-même s'engager avec un certain nombre d'obligations envers l'OFS,
et notamment dans le cadre de la revente. Donc, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le cadre du BRS, de ce montage-là, et que chacun va avoir ses obligations. Donc, on voit vraiment que c'est un mécanisme très encadré, mais qui est très intéressant, notamment pour le développement à l'échelle territoriale sur les différents programmes de logements sociaux. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bail réel solidaire, on est vraiment sur un montage qui va dissocier un droit de la propriété, contrairement à ce qu'on peut connaître sur la pleine propriété type le PSLA. On est vraiment sur quelque chose de dissocié. Donc, ça va être vraiment important de se poser les bonnes questions, on va les voir juste après, de se poser les bonnes questions dans ce type de montage, de façon à avoir cette notion de dissociation qui soit prise en compte dans le montage, alors qu'on sera peut-être sur un montage complexe avec d'autres logements qui, eux, ne seront pas dissociés. Donc, voir comment tout ça s'imbrique, c'est important de se poser les bonnes questions. Alors, l'intérêt principal de ce type de montage, je vous en ai parlé, c'est l'anti-spéculation immobilière. Pourquoi? Parce que ça va être tellement encadré, on le verra là dans la synthèse des obligations du preneur, c'est que sur le BRS, le preneur s'engage à revendre au prix où il a acheté, moyennant bien sûr une petite revalorisation. Il y a des conditions très particulières à prendre en compte, mais il s'engage à revendre à une catégorie de ménages répondant à des plafonds de ressources, comme lui a pu en bénéficier au démarrage. Donc ça, c'est une des conditions aussi principales du montage, c'est que le preneur, lui, s'engagera de revendre, moyennant bien sûr un agrément de l'OFS. Donc c'est l'OFS toujours qui est garant de cette cession du BRS entrepreneur, puisque lui va agréer les conditions de ressources, le profil du nouveau preneur, s'il répond bien aux différentes conditions, de façon à ce que le BRS puisse toujours répondre aux ménages modestes par rapport à l'accession à la propriété. Ça va être également un contrôle de la valeur du terrain, puisque vous n'avez pas de spéculation sur le bâti, forcément on a quelque chose de pérenne au niveau de la valeur du terrain. Le garant, qui est l'OFS, là aussi, va verrouiller les choses par le montant de la redevance qui est prévu dans le cadre du BRS. Donc on va voir hein, le montant de la redevance qui est payé par les preneurs, qui est fixé par l'OFS. Là aussi, c'est constant avec bien sûr un principe de revalorisation, mais tout ça est prévu dans le BRS. On verra, ça fera partie des choses à bien avoir en tête aussi quand on fait le montage. Et puis, voilà, cette fonction sociale par rapport à cette accession à la propriété à des ménages modestes, avec un développement dans certains quartiers pour avoir une mixité de produits, là où c'est l'intérêt. Et puis, on l'a vu aussi à titre expérimental, donc à voir aussi la façon dont ça va être développé au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies sur la sauvegarde de certaines copropriétés dégradées, où le BRS pourrait répondre également à cette problématique. Voilà, donc j'ai présenté assez succinctement ce qu'était le BRS. Maintenant, je reviens sur le montage en lui-même par rapport au produit attractif tel qu'il est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un produit que les gens achètent à peu près à 30% de décote, puisqu'ils n'auront pas à payer la charge foncière en tant que telle. Par contre, ils vont avoir à payer une redevance donc fixée par l'OFS au titre de la location sur laquelle le bâti est posé. On a un rechargement des droits, ça je vous en ai parlé également. Donc ça veut dire qu'à chaque session, transmission du BRS, on va avoir un rechargement des droits, donc une continuité dans la stabilité du produit, et donc ce qui en fait son produit, un produit antispéculatif. Donc le fonctionnement, c'est de tenir compte des plafonds de ressources des acquéreurs, des obligations du preneur, et puis par ailleurs, pour l'OFS, le caractère non lucratif du montage, donc il faut simplement qu'il y ait un équilibre par rapport à la valeur foncière et à la redevance qui va être payée, puisque la comptabilité de l'OFS en lui-même ne pourra pas servir si par exemple on est sur un OFS interne, et c'est ça un des verrouillages du mécanisme, c'est que l'OFS devra gérer
lui, sa partie achat du foncier et constitution de sa réserve, mais ne pourra pas se servir de ce qu'il pourrait éventuellement dégager dans le cadre de ces redevances foncières pour permettre à l'organisme HLM sur lequel il est adossé d'acquérir d'autres logements. Ce sont des choses totalement séparées, donc vraiment il y a un verrouillage du mécanisme entre les deux, de façon à ce que on soit sur quelque chose de respectant les agréments validés par l'État et répondant aux obligations du CCH. Hein. Donc on est vraiment sur un produit très encadré. L'intérêt aussi, donc je vous en ai parlé par rapport à la revente du bien, parce que c'est toujours la même question, donc c'est cette notion qui n'excédera pas le prix d'acquisition moyennant une revalorisation. Donc ça, c'est des choses qui sont indiquées, bien sûr, dans le cadre du bail, bien sûr. Il y a tout un fonctionnement de procédure d'agrément vis-à-vis de l'OFS. Donc ça, c'est tout un procédé là aussi qui est très encadré. On a proposition du nouveau preneur, on a l'agrément qui doit se faire à peu près dans les 2 mois. Voilà, on a tout un système comme ça pour garantir que les choses se fassent dans un laps de temps relativement court pour le vendeur et en même temps que l'OFS puisse verrouiller les conditions du nouveau preneur, hein, puisqu'il faut verrouiller les conditions de ressources, le profil en tant que résidence principale, etc. Donc on a tout un système comme ça qui est aujourd'hui relativement bien encadré et assez fluide dans le déroulé du process. Je vous ai mis un petit exemple par rapport au montage qui peut être fait par rapport au coût, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc sur un logement classique, on va être sur une mensualité avec des revenus mensuels minimum qui vont dépendre de ce prix d'achat qui tient compte bien sûr du foncier, alors que quand on est en BRS, quand on a cette décote, forcément on a une mensualité moindre, une redevance foncière certes qui est posée par rapport à la surface du logement, mais donc un coût mensuel total bien moins important et donc des revenus mensuels attendus bien moins importants. Hein, donc on voit dans le montage que ce type de fonctionnement répond totalement à la question des ménages modestes. Les plafonds du BRS, donc vous les connaissez, hein, on est sur des plafonds, donc là à 2022, tels qu'ils sont présentés également au niveau du PSLA, donc on est à peu près sur les mêmes choses, sachant que dans les faits, on est sur des choses qui sont bien décotées par rapport au plafond que je vous présente là. Je sais que, voilà, comme le coût moyen, je vous ai présenté tout à l'heure, on était à 2006. Voilà, on est en zone B1, en moyenne, on est bien en dessous de ça, par rapport aux plafonds qui sont présentés, parce que sinon, le produit ne va pas venir en concurrence d'un PCLA, ça n'aura pas d'intérêt, hein, puisqu'on est sur les mêmes plafonds. Donc, on va être sur des décotes à peu près équivalentes, de façon à avoir un produit qui soit attractif pour le ménage, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu particulier pour le preneur. On n'est pas sur un système standard du PSLA. Donc, il est important que le preneur comprenne aussi qu'il s'y retrouve en partie financièrement. En synthèse, assez rapidement, et ça peut être détaillé effectivement plus longuement, en quoi ce produit est vraiment attractif. Voilà, on a un prix d'acquisition, je vous en ai parlé, qui est bien en dessous par rapport au prix standard du marché. On a une TVA à taux réduit, on est à 5,5. On peut avoir un taux d'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Je mets quand même une petite réserve. Aujourd'hui, on attend de voir un peu ce que les communes vont appliquer. Il y a des endroits où on a 30%, il y a d'autres endroits où on n'a rien du tout. Donc, l'abattement de taxe foncière, je prends quand même des pincettes là-dessus. Donc voilà, on est sur quand même un produit qui est attractif d'un point de vue prix. Mais il est également sorti d'obligations, hein. Donc voilà, on va avoir ces obligations qui sont à titre de résidence principale, les plafonds de revenus, une redevance mensuelle qui est obligatoire de payer et surtout une garantie de maintien en l'état du bâti, hein. Ça fait partie des obligations du preneur. Donc voilà, on est sur un produit qui est très encadré et qu'il va falloir expliquer également effectivement aux preneurs. Donc le mécanisme du BRS, il va falloir se poser des bonnes questions, notamment vis-à-vis des autres produits du logement social que vous allez développer sur le projet envisagé.
Aujourd'hui, les BRS qu'on voit, on est peu sur des produits complets en BRS, on est plutôt sur certains lots à l'échelle du projet global. Étant donné qu'en plus, en termes de contingent SRU, le BRS, de par sa transmission et son rechargement des droits, est comptabilisé au même titre que les autres produits du logement social, contrairement au PSLA qui a une durée limitée, le BRS c'est à vitam aeternam. Donc on peut vraiment l'inscrire dans une opération globale avec du logement social standard, locatif, et puis une partie en accession à la propriété, plutôt tournée BRS. Il va falloir se poser la question de qui va être l'OFS. Est-ce que ça va être un partenaire externe ou est-ce qu'on va être sur un OFS interne, puisque le mécanisme peut être légèrement différent par rapport à la redevance qui va devoir être prise en compte. Est-ce qu'on a un partenaire opérateur? Est-ce qu'on fait ça seul ou est-ce qu'on est en partenariat éventuellement avec un promoteur? Donc c'est important de savoir, puisque dans le montage juridique, on va avoir peut-être une succession d'actes ou de la division entre lots, ce qui va faire partie du BRS, qui ne le fera pas. Est-ce que vous allez donner un CPI pour les autres logements à l'opérateur de façon à ce que lui réalise la totalité? Enfin voilà, on a effectivement un montage global qui doit être envisagé au vu de ce que vous allez appréhender. Vous allez également réfléchir si ça va être du logement à construire, est-ce que ça va être du logement à réhabiliter? Parce qu'on voit que le BRS peut s'appliquer vraiment à toutes les formes de mise en place du logement. Est-ce qu'on va être aussi dans un système de vente HLM? On voit que le BRS fonctionne aussi très bien sur de la vente HLM. Donc là également, il y a un mécanisme à prendre en compte dans le cadre de la vente HLM. Est-ce que ça sera avec un OFS externe ou est-ce qu'on le fera en interne, qui peut être plus facile à gérer? Petit aparté, ça a vraiment un intérêt sur de la vente HLM parce que l'OFS restant propriétaire du foncier, il restera aussi dans cette notion de copropriété, qui est un vrai sujet dans le cadre de la vente HLM, cette préparation à la copropriété. Donc, ça peut être vraiment un plus. Est-ce qu'on va s'inscrire dans un mécanisme aussi de copropriété dégradée? Est-ce qu'on va venir vouloir résorber ça? Donc aujourd'hui, c'est un peu à titre expérimental, mais il peut y avoir quelque chose à faire. Donc voilà, ce sont des questions qui vont permettre d'établir vraiment le profil du montage de façon à verrouiller votre opération avec les différents partenaires éventuellement que vous prendriez sur l'opération, sachant que le BRS va avoir une phase de commercialisation, bien évidemment, et donc il est important de savoir qui va commercialiser, vous, le partenaire opérateur, le promoteur ou autre. Donc voilà, ça c'est important d'avoir aussi une vision d'ensemble sur le produit BRS. Je vous donne juste là deux exemples très rapidement. Quand on est sur un montage très simple où l'OFS va acquérir un foncier qui est déjà bâti, par exemple, là je citais la vente HLM, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais là, ça va être très rapide. En fait, l'OFS va prendre en totalité le foncier avec les logements et puis conclura des BRS au fur et à mesure. Il n'y a pas d'intervention d'un opérateur proprement dit au niveau du montage. Donc ça, c'est relativement simple. Et puis, quand on va être dans un montage nécessitant la construction de logements, là, vraiment, on va faire appel à un opérateur. Donc ça peut être vous aussi en tant qu'organisme HLM. Et là, vous allez conclure un BRS opérateur dans un premier temps avec l'OFS pour la réalisation des logements. Puis ensuite, vous allez céder les droits réels au fur et à mesure de la conclusion des actes avec les preneurs. Donc, au fur et à mesure que vous allez céder, vos droits réels, en fait, vont être transférés aux preneurs. Et une fois que tout est cédé, à la livraison des logements, en fait, votre BRS opérateur s'éteint de fait. Donc ça, c'est avec la loi 3DS notamment que ça a permis de simplifier un peu les choses, de ne pas avoir une succession d'actes interminable. Donc voilà, ça permet d'avoir une succession dans le mécanisme où on va avoir un transfert comme ça qui se fait de facto. Donc c'est assez fluide, ça fonctionne plutôt bien. Le ménage, lui, va avoir en fait deux interlocuteurs. L'opérateur, si on est dans le cadre de la VFA, en fait l'opérateur pendant toute la phase de construction du logement, et puis après l'OFS pendant toute la durée du vide de bail. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez fluide qui peut être facilement explicable en fait aux preneurs. C'est ça qui est important, c'est que dans la phase de commercialisation notamment, il est important de pouvoir expliquer aux preneurs comment les choses vont se passer parce qu'on est sur un mécanisme un petit peu différent de ce que les gens
peuvent connaître par rapport au PSLA qui est quand même très acté aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est des petites choses, qui sont importantes à avoir en tête. Comme je vous l'ai dit, le BRS a plusieurs montages. Donc là, je vous ai parlé principalement du BRS accession, mais il y a également le BRS location qui va se faire aussi de plus en plus. Donc là, on est sur du BRS où l'opérateur va réaliser les logements, mais s'engage à les mettre à la location. On est sur des plafonds encadrés plus ou seuil inférieur. On ne peut pas être sur du PLS. Mais voilà, on est sur aussi ce type de produit. Donc, c'est des choses qui sortent. J'en ai pas vu à aujourd'hui sur le BRS location, mais c'est des choses qui vont sortir. Donc, vous voyez, on a quand même tout le panel de produits. Donc, on peut vraiment être sur du montage complexe avec une mixité de produits sur vos opérations avec le BRS. Juste avoir en tête d'un point de vue très rapidement, d'un point de vue montage et coût, de bien penser que le coût opérationnel prendra effectivement une petite part de charge foncière indirecte, alors que le gros de la charge foncière sera supporté par l'OFS. La Caisse des dépôts a les prêts Gaïa notamment pour la mise en place de ce type de produit. Donc voilà, toujours avoir en tête dans le montage. Le coût opérationnel supporté par l'opérateur notamment, il y aura une partie de redevances qui seront à la charge de l'opérateur, soit en termes de redevance opérateur pendant laps de temps, soit en termes de droit d'appui, vous avez pu peut-être l'entendre. Donc à voir aussi comment ça se fiabilise dans le montage financier du BRS en lui-même. Les points de vigilance à avoir, c'est notamment les points juridiques. On voit que le BRS, étant donné que c'est un bail, c'est un contrat, tout peut être écrit, vraiment tout, et je vous le recommande. Donc c'est important de voir dans le détail les points juridiques, notamment le montant de la redevance et sa revalorisation, quel sera l'indice choisi, les engagements vis-à-vis du prix de revente et les possibilités de rachat par l'OFS. Je parlais tout à l'heure de la vente HLM, donc vous avez des obligations aussi, donc tout ça, ça doit être encadré. La prise en compte ou non de travaux qui seraient éventuellement réalisés par le preneur. Quelle valorisation, à quel niveau? Les clauses de rachat et de décote du bien si besoin, donc c'est-à-dire s'il y a une faute du titulaire du BRS ou autre, il y a des possibilités de décote. Donc ça, tout ça doit être inscrit de façon à être le plus transparent et le plus fluide. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi cette notion de commercialisation. Les équipes de commercialisation en BRS doivent avoir une parfaite connaissance du produit en lui-même. Donc, c'est important aussi qu'il y ait ce travail en commun sur le produit en lui-même pour que les équipes puissent en parler. Les prospects viennent souvent pour un produit PSLA. Les orienter vers un BRS, ça nécessite un petit peu de pédagogie, un petit peu de détails par rapport aux obligations, notamment, ça peut faire peur. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne connaissance du dit produit pour que le prospect soit vraiment intéressé dans le montage et que vous ayez une bonne commercialisation dès le départ. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été assez précis. J'ai pas pu détailler effectivement la totalité du montage, mais voilà, on est sur vraiment un produit très intéressant que je pense on va voir de plus en plus dans nos différents montages de logements sociaux, qui peut s'inscrire dans tous les projets à venir et les communes aujourd'hui sont très friandes, donc voilà, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions, Gwenaëlle, pour cette synthèse. Je vous rappelle que c'est sur 40 minutes une synthèse de 2 jours de formation, donc dans lesquels vous découvrirez effectivement tous les aspects importants de ce BRS qui va avoir de forts impacts, notamment sur la vente de logements sociaux à court et à moyen terme. Donc voilà, les formations seront dispensées dès le mois de mars 2023. Toutes les dates, vous les retrouvez sur notre site web, donc n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez aussi vous former sur ce projet en intra-entreprise, donc dès 4 personnes, Gwenaëlle peut venir dans vos locaux et vous faire cette formation pour votre collaborateur entre eux. Alors, les questions que nous avons eues, et je vous remercie de les avoir posées, mesdames, messieurs, finalement, j'ai l'impression que vous y avez répondu au fil de l'intervention. Lorsque vous étiez sur la partie 2, sur la définition du BRS, plusieurs personnes nous ont demandé ce que signifiait en fait la recharge des droits.
Est-ce que Mhm. c'était la reconduction? Et j'ai cru comprendre par la suite que vous nous aviez expliqué qu'il s'agissait bien de la transmission, en fait, du BRS. Oui, en fait, la recharge des droits, effectivement, c'est que l'essence du BRS fait qu'à chaque session, que ce soit une cession par le cadre d'une revente ou par le cadre d'une transmission, puisque comme c'est des droits réels, ils peuvent se transmettre également en termes d'héritage, de succession. Dans le cadre de toute cession, il y a un rechargement automatique. Donc, si votre BRS était conclu pour 80 ans, dès que vous le cédez, il repart pour 80 ans. D'accord. Et puis voilà, nous avons également eu d'autres questions, mais là aussi, je pense que la réponse a été donnée par la suite. On a beaucoup parlé de l'acquisition, hein. On a bien compris que le BRS était un montage qui permettait à des personnes modestes de devenir propriétaires d'un bâti sur un bien qu'ils louent. Mais du coup, pour faire du locatif en tant que bailleur, est-ce qu'il y a des solutions? Et je crois que vous avez parlé en fin d'intervention, effectivement, du BRS location, Tout à fait, oui. qui aujourd'hui n'est pas forcément très développé, mais qui est amené à le devenir. Oui, tout à fait. Sachant que, comme je l'ai spécifié, hein, notamment s'il y a des monteurs qui nous écoutent, le BRS location a cette particularité, c'est que vous êtes plafonné sur du plus. Hein, donc sur l'équilibre de l'opération, attention, on est sur du plus, on n'est pas du tout sur du PLS. Donc après, on a une décote par rapport au foncier, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, ça c'est très très encadré. On ne peut pas excéder plus que ces plafonds-là. D'accord. Et alors, j'ai une dernière question. Veuillez m'excuser si vous y avez déjà répondu. Mais on me demande si une SAHLM Oui. peut-elle être opérateur dans le cadre d'un BRS opérateur? Alors, je voudrais pas dire trop de bêtises là parce que ça s'étudie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des SAHLM qui ont regardé leur statut par rapport à cette notion-là. Sur la SAHLM, comme ça, je dirais que ça poserait pas de souci. Mhm. Ce serait quand même à verrouiller. Mais sur le principe, normalement, si vous êtes avec un OFS externe, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, effectivement, d'être opérateur. Après, Entendu, à voir si c'est de l'opération en accession ou si après, vous conservez à titre de location. bien sûr. Très bien. Bah, écoutez, Gwenaëlle Molinier, il va nous rester à vous remercier encore une fois pour cette intervention à la fois synthétique, mais très complète. Et puis, bah, je vous rappelle que Gwenaëlle anime donc cette formation de 2 jours autour du montage de projets en BRS. Donc, n'hésitez pas surtout à y participer et dès lors, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci d'avoir participé et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci Gwenaëlle, à très bientôt. Merci. Merci, au Au revoir. au revoir.